La. Re-bienvenue à un autre épisode de Dread sur le Tape. Très content de vous retrouver cette semaine. La voix revient tranquillement. On a encore un petit peu de miel. On a encore un petit peu de exporté verte dans le fond de cette voix-là. Mais attention, ça s'en vient. Si vous écoutez ceci sur Patreon, eh bien, écoutez, les amis, c'est votre cue pour aller poser vos questions à Monsieur Chucky Pellerino parce que pas besoin de m'écrire. Oui, il va y avoir un spécial World Juniors comme il y en a un à chaque année. Et évidemment, la prérogative des Patreons est de poser des questions directement à Charles, questions auxquelles il va répondre durant l'épisode qu'on essaie toujours d'enregistrer le plus proche de la date des World Juniors, vu que c'est assez complexe en termes de logistique, dépendamment de comment le calendrier est fait année après année, où tombe Noël et donc le début du tournoi, et de trouver parce que on peut pas l'enregistrer trop d'avance parce que ça change tellement les rosters, tout ça, il y a beaucoup encore d'impondérables et de variables. Donc voilà, on fait ça le plus vite possible et on vous le plus proche de la date et on vous le soumet le plus rapidement possible. Attention. Et voilà. J'espère que votre visionnement de film de Noël se passe très bien, que ce soit peut-être Jingle All the Way, la course aux jouets avec Arnold, Histoire d'hiver de Marc Robitaille, film québécois, La guerre des tucs, Love Actually, Jack Frost, vous vous souvenez de Jack Frost avec Michael Keaton, Elf avec Will Ferrell, Le sapin à des boules, Christmas Vacation, Le sapin à des boules pour ceux qui ont connu la belle époque de TQS. Ou encore, tout simplement, vous claquez toutes les Harry Potter ou encore Hook, qui est pas rapport avec Noël, mais qui est ce genre de film qu'on check pendant Noël. Je vais peut-être vous faire des petites suggestions. Je me suis fait une playlist, c'est pas le bon terme, mais une liste agressive là, sur Letterboxd. S'il y a des cinéphiles qui écoutent Letterboxd, c'est ma nouvelle application préférée. Un genre de Spotify, je suis pas payé, mais là, c'est juste vraiment un partage, mais un genre de Spotify rencontre Rotten Tomatoes, rencontre IMDb, on dirait, sur qui est comme un genre de... Tu peux te faire des listes de films, avoir ton journal de ce que tu rentres, voir des reviews des autres utilisateurs. Bref, Letterboxd, Letterboxd, et ma nouvelle application préférée. Alors voilà, je vous en fais part, parce que c'est dans le plaisir. Et je vous ferai peut-être part de nouveaux films de Noël que j'ai mis dans ma liste que j'ai pas encore vu dans les prochaines semaines, qui peut-être seront agrémenter votre temps des fêtes et rehausser la liste qui est déjà plein de classiques qu'on a vus et revus. Peut-être des fois on veut injecter du sang neuf. Et la réponse est oui. Die Hard est un film de Noël. Alors, très content de vous retrouver cette semaine pour un épisode que je les appelle un peu les épisodes je veux pas dire hors série, mais il y en a quelques-uns par année où je vous amène des invités, vous êtes comme, mais qui est-ce? Qui est cette personne? Et ça me fait toujours plaisir d'un peu aller dans le champ gauche, c'est ce qu'on aime faire un petit peu à Dread sur le Tape. Et aujourd'hui, on reçoit David Brosseau, chercheur en sociologie, qui fait une maîtrise en sociologie sur l'acceptation de l'homosexualité dans les cultures hockey universitaires au Québec. Et il fait son mémoire là-dessus. Alors, je trouve ça extrêmement fascinant. Puis, en fait, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est un membre Patreon, absolument. C'est là que tu sais qu'on a créé une certaine communauté. Et quand il m'a écrit, puis ça, pour me faire part de ça, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça valait la peine. Donc, je l'ai invité au podcast pour parler de ça, pour parler de la culture du hockey, puis avec en lien également à tout ce qui est arrivé avec Hockey Canada, il y avait beaucoup de viande autour de l'os. Et donc, voilà. Donc, je vous fais découvrir aujourd'hui. Il est venu chez nous le 11 août 2022 à l'été pour enregistrer cet épisode. Je vous présente un fellow Patreon et je répète, un chercheur en sociologie sur l'homosexualité et l'acceptation, dis-je, de l'homosexualité dans les cultures hockey universitaires au Québec. Voici Monsieur David Brosseau. Dread sur le Tape avec David Bocage. Je pense que c'est une première dans l'histoire. Je reçois un membre Patreon au podcast. Oui. Dave, un autre, David Brosseau. Ouais. C'est bien ça? C'est exactement ça. Tu sais, tout le monde fait l'erreur, mais regarde, c'est Brosseau, pas de U. Puis on va essayer de mettre ce nom de famille-là sur la map. Hein? Mais oui, parce que c'est souvent Brousseau dans les articles que j'ai vus. Mais oui, man, t'es un membre Patreon, c'est malade, là, t'es chez nous. Puis j'ai le rêve. Écoutez, si vous êtes membre Patreon, je vous suggère fortement là, de faire quelque chose de pertinent dans le hockey. Écrire à Dread sur le Tape. Puis, Believe! Ouais.
Ben oui, dans le fond, toi, t'es membre depuis combien de temps de Patreon? Hey, je pense que ça fait quelques mois. Wow. Je voulais vraiment écouter le dernier épisode du repêchage avec Snake puis Chucky Pellerino pour les intimes. Yes. Puis ouais, non, c'est ça. C'était juste le fun, encore une fois, de les écouter cette année. J'ai pas écouté votre live du repêchage parce que j'étais au Centre Bell lors des 2 journées. Voilà, les deux, même la deuxième. Ben oui, puis à la fin de la première journée, je sors, puis on sort juste à côté de la porte où est-ce que tout le gratin de la Ligue nationale, là, tout le monde qui était sur le plancher sortait. Fait que Marc Bergevin est passé à côté de moi. Oui, et c'est Pipes. Ouais, mais à travers son veston, on les voyait quand même. Oui. Ouais. Je l'ai croisé, j'étais quand lui, il y a pas longtemps, il y avait les clés de la place, puis là, il vient comme visiteur. Mais oui, c'était au draft en personne. Puis, ouais. C'est ça, tu me disais même avant qu'on commence que comme tu m'as vu de loin ou quelque chose, ton ami t'a même presque envoyé en ma direction. Ouais, parce que veut pas on va le nommer Éric Martel, me dit va le voir pour parler de ton sujet de mémoire. Ben finalement j'ai slide dans les DM puis Dread sur le tape bien aimé ça, mais oui, tu sais, puis quelle 2 journées folles là au repêchage. Tu te promènes autour du Centre Bell. Moi, j'ai vu Noah Warren, j'ai vu des Finlandais de 18 ans qui sont plus grands que moi, bien qui ont l'air d'avoir 16 ans. Tu sais, quand tu dis... C'est quoi le terme que tu utilises avec Charles, là, qui a une espèce de... Pédophilie sportive? Exactement. Ouais, ben c'est exactement ça. Tu sais, c'est des jeunes de 16-17 ans qu'on met sur un piédestal. Ben, 17-18 ans qu'on met sur un piédestal. Puis vraiment... c'est bizarre de les voir juste avant qu'ils atteignent un certain statut, tu sais, dans des équipes de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine. C'est quoi ton moment préféré du draft? Tu t'étais là sur place? Moi, ça a vraiment été la réaction de la foule après la sélection du Canadien au premier choix au total. Personne s'attendait à Juraj Slafkovský, là. Je passais devant le monde dans la rangée où est-ce que j'étais assis, puis je disais Shane Wright, tout le monde me disait oui. Tout le monde, tu sais, comme le choix était unanime, il y en a qui s'étaient même fait des chandails de Shane Wright. Il y a 2-3 personnes qui ont décidé de huer un jeune de 17 ans sur le tapis rouge. En tout cas, on reparlera de leur jugement à un autre moment, là. Je pense que sont maintenant les plus grands fans de Juraj, sûrement. ouais, c'est ça. Mais oui, tu sais, il y a comme eu une espèce de silence. Puis il y a des personnes qui ont tout simplement pas applaudi autour de moi. Puis mon ami, Éric, justement, on était comme, non, on va l'applaudir. C'est un jeune de 18 ans. C'est sa plus grosse journée. Puis en plus, il est devant les futurs partisans de son équipe. Donc tu sais, c'était comme sa journée. On espère juste qu'il va bien faire peut-être dès la saison prochaine à Montréal. Le que dire du moment où il est monté à travers la section d'un rouge pour aller rejoindre l'équipe télé, puis qu'il y a eu l'ovation. Je sais pas si t'étais dans ce coin-là ou l'autre bord. Ou... J'étais dans le fond, j'étais haut. Donc, je voyais pas mal tout. Puis, il y a comme eu une super grosse ovation. Puis, pendant ce temps-là, je pense que c'est Frank Nazar III qui se faisait sélectionner. Puis, tout le monde... Frank Nazar, d'ailleurs, c'était le trade pour le pic de Romanov. Exactement. Fait que c'est comme... c'est super bien tombé pour le Canadien, là. Diversion, mettons. Exact. Mais j'ai hâte de voir... tu sais, peut-être qu'on va comparer Nazar et Dak dans les prochaines années. Kirby Dach. Ouais, quel gros bonhomme, hein. 6 pieds 4, je pense, 6 pieds 5. Tout le monde parle de Romanov versus Dach vont être comparés dans les prochaines années, mais je pense que ce que j'ai dit à Charles, c'est... parce que Charles, on se rappelle, il y avait Lekkerimäki, 5e sur sa liste. Un peu comme il y avait Caulfield 5e. Puis la question, c'est peut-être, est-ce que ça va être Dach contre Lekkerimäki, si le Canadien avait pris, qui est pas dans la même position. Là, c'est un petit allié dans un tout autre ordre d'idée. Mais Charles m'a texté cette semaine que ça a été sorti que Lekkerimäki était 7e sur la liste des Canucks. Okay. Et donc, ils l'ont eu 15e. Donc, oui, le Canadien, je pense ça a été comme confirmé qu'ils ont appelé les Canucks pour le choix de Lekkerimäki parce qu'ils l'aimaient bien, mais je pense que quand leur gars qui était 7e était disponible à 15 heures, il n'y avait aucune chance qu'ils ne le repêchent pas. Là, non. Toujours des coups de cœur dans les organisations. Ben oui, exact. Tout tu me disais, juste avant qu'on commence, t'avais écouté 90% des épisodes de Dread sur le Tape. Est-ce que t'as découvert Dread sur le Tape dès le début ou sur le tard t'es rattrapé? À quel moment t'es... Je les ai rattrapés. Je les ai écoutés à partir, je pense, de l'hiver
2018 ou 2019. OK. Que peut-être saison 4. Mhm. Tu sais, l'entrevue avec Daniel Brière, c'était formidable. L'entrevue, Martin Biron, y a-t-il un gars plus charismatique que ça? What a guy. Marc Denis, vraiment aussi, c'était le fun. Danny Dubé, je me souviens, qui disait qu'il dormait sur une espèce de grosse affaire Réfrigérateur, vibrante. Ouais, exactement. C'était le seul à dormir là-dessus. Sur de son père à Bécomo, dans la shop à son père, ouais. Exact. Ouais, c'est vrai. Puis Daniel Sauvageau. Mm-hmm. Daniel Sauvageau qui défend ardemment le hockey universitaire québécois, dont je suis impliqué. Oui, là, on va y venir. Ouais, là, on va y venir, mais oui, tu sais, j'ai trouvé ça le fun puis inspirante. Puis, tu sais, Daniel Sauvageau, quelle femme de hockey, là. Qu'est-ce qu'elle a pas accompli dans sa vie, tu sais? Écoute, quand je l'ai croisé récemment, justement, c'est une conférence de Lip Sweater, là, la compagnie à Producer Tom, puis elle était là, elle était venue parler, tu sais, puis j'ai dit, hey, t'étais venu, je sais pas si tu te souviens dans la première saison, puis ben oui, je me souviens. Puis j'ai dit, hey, parce qu'elle est venue première saison, là, on avait, je pense, 0 épisode en net actif, là, quand elle est venue enregistrer ça. Puis j'ai dit, on est rendu à la 7e saison, 150, puis elle m'a dit une phrase qui m'a fait dire, moi, je sais pas pourquoi, mais je suis tout le temps là au début des projets. Puis j'étais comme, c'est comme quelle ultime métaphore que celle du hockey, tu sais, justement, que dans le contexte du hockey féminin, elle était là dès le début, dans le hockey féminin universitaire, c'est vrai qu'elle est tout le temps un peu là autour de la genèse des projets. Exact. Anyways, bref, oui, mais Daniel Sauvageau, je pense qu'elle aurait été possiblement encore dans le giron de Hockey Canada s'il avait accepté qu'elle soit à l'extérieur de Calgary. Parce que si je me trompe pas, elle a dit, moi, c'est correct, je veux continuer à travailler avec Hockey Canada, mais je veux pas être à Calgary à plein temps. Ouais. Quelque chose comme ça, fait que finalement, Hockey Canada a dit, non, on ne gardera pas. Donc, oui, il y a eu des succès par la suite, mais comment dire non à Daniel Sauvageau? En tout cas. Peut-être se priver d'une bonne tête de hockey pour des raisons peut-être logistiques. Mm-hmm. Mais je suis content que tu parles de ça parce qu'à chaque fois que j'ai pas la chance de souvent croiser tant... tu sais, je pense que certains viennent me dire des fois, m'arrêter, puis ça me fait toujours plaisir de croiser des gens qui écoutent... Dressel Tape, des auditeurs réguliers. J'ai fait, d'ailleurs, je salue les gens, j'ai fait un épisode devant le public à Québec. OK. Comédia pour Samuel Morin. Mm-hmm. Et il y avait des gens qui étaient là, puis c'était super, mais on est tellement pressés. Il y a un show avant, il y a un show après, puis on n'a pas le temps de se jaser. Fait que, en gros, t'as quelqu'un qui écoute le podcast. C'est pour ça que d'instinct, t'étais allé avec les podcasts qui t'ont marqué, tu sais, mais les gens me demandent, c'est quoi les épisodes que... Je suis tout le temps comme, je vais demander aux gens, tu sais, c'est quoi les épisodes, tu sais, toi, c'était ça, c'était ceux-là, il y en a-tu qu'on n'a pas nommé qui t'ont marqué, ouais? Avec, Pierre-Luc Dubois devant le public, à l'époque, ça, Sam. Je pense que tu aurais dû lui demander s'il voulait venir jouer pour le Canadien à ce temps-là. Mais, puis peut-être que quand le podcast va être en nombre, peut-être qu'il va être avec le Canadien, hein? On ne sait pas. Hein? L'avenir, une équipe de surprise, ouais. Ça a failli arriver devant nos yeux au repêchage, qu'on a pris par la suite. Mais, ça, je comprends pas trop. Tu sais, est-ce que Kent Hughes voulait accélérer l'espèce de transition puis que l'équipe soit compétitive de l'année prochaine? Peut-être. Tu sais, en même temps, qu'est-ce que tu échanges pour avoir du bois? Est-ce qu'il y avait le premier choix? Non, inclus? Je pense que pas. Je pense que ça impliquait un choix de première ronde puis un roster puis un prospect puis ultimement, c'est pas arrivé parce que justement, Winnipeg avait pas le joueur dans l'échange qu'il voulait, là, qui demandait aux Canadiens, que ce soit Anderson ou autre. Ouais. Fait que finalement, je pense pas que c'est passé si proche. Mm-hmm. Mais je pense que d'avoir un gars de 25 ans que tu peux signer 8 ans tout de suite, qui fait 6 pieds 3, tu sais, puis qui est québécois, je pense que t'imagines. Puis apparemment que c'était pas lui ou Doc, c'était comme les deux. Ouais, tu sais, fait que c'est comme c'est sûr là tu viens de te faire une ligne de centre un peu agressive là, c'est pour les 10 prochaines années. Mais oui, mais en même temps, Kirby Ducks, ils ont joué avec lui dans NHL 2020. Il y a une super belle progression. Oui, c'est ça. Mais dans la réalité, c'est peut-être le contraire, tu sais, moi je me souviens dans NHL 2006. T'as-tu beaucoup joué au NHL, David? Ça fait longtemps, 2008. 2008? Ouais. Écoute, moi, des fois, je joue à NHL 2006. Puis ça me fascine à quel point tu vas voir les agents libres. Là. Il y a Sylvain Lefebvre dans les agents libres. Marc Bergevin est avec les Canucks. C'est tous les mêmes joueurs qui reviennent après dans la Ligue nationale. C'est le bon vieux Sean Bergenheim avec les Islanders. Lui est rendu représentant des joueurs, je pense, en Europe pour la Ligue nationale.
tu fouilles un peu, là, c'est... Une vraie famille. Mais oui, tu sais, Paul Mara, lui, il est rendu entraîneur dans la la PHF. Ouais, au Connecticut, si je me trompe pas. Oh. Colton Orr est entraîneur dans la Ligue américaine. Tu sais, comme, je pourrais y aller là, pendant 1 heure. Là. C'est toujours les mêmes noms. Tout le temps. Et une fois que tu es dans le hockey, tu es dans la grande famille, puis ça reste que c'est ton expertise, hein, que tu sors d'une porte, mais tu reviens dans un autre rôle, puis tu connais ça, c'est ça? Ouais, ben c'est ça, tu connais le milieu, mais en même temps, tu sais, pourquoi ne pas y aller champ gauche? Bon, là, tu vas me dire, les Coyotes avec ces Chaika, ça n'a pas fonctionné. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons que ça n'a pas fonctionné à Phoenix. Je pense que oui. Je rappelle qu'ils jouent dans une aréna universitaire. Ah, ça, là. Mais j'ai hâte de voir l'ambiance, par contre. Puis j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir le remplir à chaque match. Parce que... puis c'est pas fait, puis c'est pas beaucoup de place. Excuse, depuis que tu as dit NHL, j'entends juste « Are you listening? » Wow! Dans ma tête. Des bons vieux classiques. Exact, les tunes de NHL. Passons à l'heure du jour, dans le sens que les gens doivent se demander, OK, mais ils vont juste jaser pendant 1 heure. C'est qui? Premièrement, oui, c'est un podcast, sacrez-moi patience, je fais ce que je veux. Non, mais il y a une raison pour laquelle t'es là, parce que t'es en train de compléter un mémoire. Puis écoute, je te laisse me le présenter, puis m'expliquer ça, puis expliquer ça aux gens, parce que c'est quand même intéressant et on ne peut plus à propos dans le contexte actuel. Ouais, ben écoute, il y a 4 ans déjà, je me suis lancé dans un mémoire, ben dans le fond la maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal. Et mon sujet, là, tenez-vous bien, là, c'est complexe, c'est l'acceptation de l'homosexualité dans les cultures du hockey universitaire. Ça mange quoi en hiver, ça? Ben dans le fond, je voulais vraiment comparer la culture du hockey masculin et la culture du hockey féminin par rapport à s'ils acceptent, oui, non, comment, pourquoi, l'homosexualité. Pourquoi l'homosexualité? Parce que quand j'ai commencé, eh bien, il y en avait tout simplement pas de ce que je connaissais. Après des petites recherches et après des années, là, en ce moment, on se rend compte qu'il y en a eu 10 dans l'histoire du hockey. Des joueurs ouvertement homosexuels. Je vais y aller encore plus large que ça, des personnes qui ont été alentour d'équipes de hockey. On va y aller large comme ça. Pas nécessairement joueurs. Non, c'est ça. Puis de ce que l'on sait, tu sais, évidemment, peut-être qu'on parle pas du junior A à Blainville, tu sais, ou peu importe, mais c'était quand même des milieux compétitifs. Toi, c'était-tu seulement universitaire, tes recherches? Moi, oui, mais dans un mémoire, tu sais, il y a plusieurs parties, là, puis il y a une partie contexte, tu sais, où on est rendu l'homosexualité dans le hockey en général, dans le hockey au Québec, puis c'est ça. Donc, les 10, tu sais, il y a le journaliste de NHL.com, de LNH.com, Guillaume Lepage, qui en a parlé cet été. Il y a eu Luc Prokop de Nashville, puis bon, petite parenthèse, là, ce qui est particulier, c'est que Nashville, l'organisation va être vendue à Bill Aslam, qui a dit ouvertement, en fait, qui a voté contre les droits des homosexuels dans l'État. À Nashville, c'est l'État du Tennessee. Ouais. Il a voté contre ces droits-là. En tout cas, il a mis des bâtons dans les roues pour les droits homosexuels aux États-Unis. Puis là, tu te dis, attends, là, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un joueur ouvertement homosexuel pendant qu'il joue. Bon. Sous contrat. Sous contrat, ouais, c'est ça. Parce que Luc Prokop, au moment où on enregistre, n'a toujours pas disputé de match professionnel. Lui qui jouait avec les Oil Kings d'Edmonton dans la Ligue de l'Ouest. Ouais. Dans la Ligue de l'Ouest, exactement. Puis là, la Ligue nationale a entériné la vente de l'équipe à une personne qui est ouvertement, on pourrait le dire, homophobe. Tu sais. Honnêtement, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça se passe encore. Mais c'est ça, tu sais. Pour une fois que la Ligue nationale a un joueur ouvertement homosexuel, déjà là, en partant, tu lui mets des bâtons dans les roues parce que le gars qui signe ses chèques, il est homophobe. Fait que
c'est vraiment particulier. La vente était-elle entamée avant qu'il fasse son coming out? Non, après. Ah ouais, après. En plus, j'ai jamais vu ça passer. Ouais, ben c'est niché, là, je veux pas. La vente parce qu'en plus, pour ceux qui savaient pas, de l'histoire, dans le fond, de la Ligue nationale de hockey, le hockey... donc, dans les ligues majeures de sport nord-américains, c'est la seule ligue où il n'y a jamais eu de coming out. Dans les autres ligues majeures, peu importe le sport, football, basketball, je pense qu'ils comptent même MLS là-dedans, si je ne me trompe pas. Bref, il y a des joueurs qui ont soit fait leur coming out avant, pendant ou après. Tu sais, certains qui ont attendu d'être retraités, mais il y en a eu. Le hockey, avant Luke Prokop, un grand total de 0 coming out. C'est exactement pour ça que je voulais faire ma recherche. Puis, bon, je vais y aller, là. Je vais énumérer les joueurs les personnes autour d'équipes autour du hockey, je vais l'avoir, qui se sont dit ouvertement homosexuels. Le premier, en fait, c'est son frère qui le dit en post-mortem, donc après son décès, dans un épisode de la série Intouchable qui a été tourné par Marie-Claude Savard à Radio-Canada. Ouais, je me souviens de ça. C'est Robert Girard qui a joué dans les années 70 à Washington notamment. Là. Okay. Il a joué en Suisse un peu après, puis il est décédé d'un cancer. Donc lui, c'est son frère qui a dit qu'il était ouvertement homosexuel. Okay. Un de ses anciens, dans le documentaire, là, un de ses anciens coéquipiers en parle, puis à l'époque, c'était pas dans les mœurs, surtout pas au hockey, d'être homosexuel, puis il lui a dit quelque chose comme va te faire soigner, tu sais, ça fonctionne pas. Fait qu'on peut comprendre pourquoi il en a pas parlé ouvertement. Ensuite, histoire un peu macabre, là, en Suède, dans les années 90, il y a un joueur du nom de Lars Peter Karlsson qui jouait pour un club de première ou deuxième division en Suède dans les années 70 à 90, qui est sorti dans un bar avec ses coéquipiers. Puis après une coupe de bière, une grosse soirée arrosée, il a décidé de cruiser un gars. Puis le gars, c'était un skinhead nazi. Fait que homophobe, nomme-les toutes, là, je pense qu'il aimait juste les hommes blancs, là. Donc, lui, ils sortent les deux du bar, puis Karlsson s'est fait donner 64 coups de couteau. Ben voyons. Puis il est décédé parce que le skinhead, il était homophobe, puis il l'a tout simplement tué. Ça, c'était en Suède que ça arrivait? En 95, si je me trompe pas. Tabarouette, j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Non, parce que c'est en Suède, puis ça fait au-dessus de 25 ans maintenant. Ouais. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a eu Brock McGillis. On en parle beaucoup. Il est très actif sur Twitter. Là. Il a joué à l'Université de Concordia. Il a joué dans une ligue aux Pays-Bas. Ensuite, Lars... non, pas Lars. Je vais l'avoir. C'est John Lee Olsen au Danemark et Zach Sullivan en Angleterre. Octobre 2019 et janvier 2020, qui se sont dit ouvertement homosexuels, et Sullivan est bisexuel. Okay. Fait qu'il y a quand même eu une présence. Et avant ça, il y a eu évidemment le fils de Brian Burke, Brenton Burke, Brandon, ouais. qui a joué à Ohio State. Ohio State. Et qui s'est dit, lui, ouvertement homosexuel quand il était responsable des joueurs. Dans le fond, il y avait un poste autour de l'équipe. Puis il est décédé dans un accident d'auto. Ouais, très tragique. Ouais, exact. Puis il est complètement hasardeux, là, comme pas très longtemps après. Là. Non, c'est ça. Puis ça l'a permis de fonder You Can Play. C'est son frère Patrick et Brian Burke qui ont fondé ça en l'honneur de Brandon. If You Can Play, You Can Play, c'est juste parenthèse, Brian est venu au podcast. OK. Brian Burke, puis on en avait un petit peu parlé de c'est vrai. ça. Mais oui, ils ont décidé de garder l'héritage en vie dans une campagne. Ouais. Ouais, puis dont la Ligue nationale est affiliée maintenant. Voilà. Puis sinon, c'est ça, Luke Prokop. Il y a eu Yannick Duplessis dans les Maritimes en 2019. OK. Peut-être qu'il va jouer au hockey professionnel, mais il n'y a rien de fait. Ah, je pense que j'ai vu ça passer, ouais. Ouais, là, tu parles de joueurs en ce moment? Ouais, Yannick Duplessis, c'est un joueur. Toutes les personnes que j'ai nommées, c'est des joueurs. C'est ça. Puis il y a eu, c'est ça. Donc, il y a eu le journaliste Guillaume Lepage à lnh.com. Ouais. Puis sinon, c'est ça. Honnêtement, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je l'ai croisé au draft. Ça se peut-tu, Guillaume Lepage? Oui. Y a-tu comme une moustache? Je pense que oui. OK.
Fait que lui est ouvertement homosexuel? Ouais. Mon ouais. Dieu, j'avais aucune idée. Ben, Aucune idée. c'est mon sujet, fait que... Ben oui, c'est ça, t'es genre... Évidemment, t'es calé. Non, c'est parce que je te demandais, parce que tu disais les joueurs, t'as peut-être entendu parler, mais qui est venu au podcast, là, sans vouloir me plugger, mais Andrea Barone. Oui, l'arbitre. Exactement, Ben qui oui. est un gars de Montréal, Ouais. Saint-Léonard, qui, écoute, c'est encore une fois, je pense, saison 1 ou 2 de Wrestle Tape. Première personne ouvertement gay dans le hockey professionnel nord-américain. C'est vrai. Donc, arbitre, je pense, dans la East Coast ou le Américain. Il a fait... Ouais, il va être dans mon mémoire d'ailleurs. Ben, c'est ça, j'allais dire. On le salue, hein, s'il est à l'écoute. Oui. Il a fait USPHL, donc une ligue semi-professionnelle. Ensuite, ECHL. Là, il a arbitré dans la Ligue américaine de hockey. Fait que, est-ce qu'il cogne au port de la Ligue nationale? Peut-être, on le sait pas. On espère pour lui. Mais c'est ça, donc, quand même, là, tu sais, le hockey en Amérique du Nord date de 1880 à peu près, du hockey organisé. Donc, ça fait au-dessus de 130 ans, puis il y a seulement ces 10 personnes-là. Je pense qu'il y a une équipe de joueurs spécifiquement homosexuels à Montréal. Je pense que c'est les Dragons ou quoi que ce soit, là, mais... Ah ouais? Ouais, c'est une ligue de garage, si je me trompe De pas. garage, ok. Je sais pas si elle existe encore, là, mais sinon, il y en a presque pas, tu sais. Puis dans mon étude, j'ai interviewé 18 joueurs et joueurs, mais dans le fond, 9 joueurs de la Ligue universitaire au Québec, 9 joueuses de la Ligue universitaire au Québec, puis 2 entraîneurs. Puis du niveau masculin, là, je posais la question, est-ce que tu as déjà joué, est-ce que avec ou contre des joueurs homosexuels? Puis oui, il y a une question, c'est anecdotique, tu sais, est-ce que tu t'en souviens, mais à chaque fois, aucun me dit clairement oui. Aucun. Ah, il y a peut-être une rumeur que lui ou... Aucun. C'est jamais ouvertement su. Là. Exact. Puis les 9 se définissaient comme hétérosexuels aussi. Si on transpose ça du hockey féminin, ben quand je posais la question, est-ce que... En fait, je posais la question presque à demi-mot, là, parce que c'est oui. À chaque fois, les joueuses avaient joué ou... avaient côtoyé des joueuses homosexuelles ou qui font partie de la communauté LGBTQ+, là. Je vais me limiter à ça pour aujourd'hui. Donc c'est ça, tu sais, c'est tellement accepté. Il y a une composante historique aussi. Tu sais, tu regardes les premières joueuses, Angela James, tu regardes Caroline Ouellette, tu regardes... Il y a énormément de femmes qui sont ouvertement homosexuelles qui jouent au hockey. Donc, ça a toujours fait... Ça, c'est une joueuse qui me dit ça. Ça a toujours fait partie du sport en tant que tel depuis le retour, tu sais, depuis le retour des femmes aux Jeux olympiques en 98 à Nagano. Donc... Est-ce que les joueuses que tu as interviewées étaient certaines d'entre elles homosexuelles? Écoute, c'est un échantillon parfait, là. 3 hétérosexuels, 3 homosexuels, puis 3 personnes autres. Il y a une qui est pansexuelle, donc c'est plus... si je me trompe pas, c'est plus la personnalité qui l'intéresse. Tu sais, que tu sois un homme ou une femme, c'est pas tant important. Il y en a une qui ne le savait tout simplement pas, puis une qui était bisexuelle. Vraiment, tu as eu un échantillon. Ça, c'était de la chance, dans le fond, parce que tu n'avais pas choisi. 100%, tu sais, c'était... Ça a été compliqué, là. Tu contactes les universités. Est-ce qu'ils te disent oui, non, OK, signe des papiers, OK, je te réfère à telle personne, nanana. Bon, tu tombes dans de la bureaucratie. Finalement, toutes les universités ont accepté. Je suis content. Puis ensuite, là, c'était de contacter les joueuses. Les joueuses, aucun problème par rapport à ça. C'est très ouvert, ils en parlent souvent. Les joueurs de hockey, c'était un peu plus compliqué. Mais tout le monde était ouvert à m'en parler, puis tout le monde disait qu'il n'y avait pas de problème. Mais quand je posais des questions, tu sentais que... Ben ça, c'est subjectif, là, mais tu sentais vraiment qu'il était... il en parlait pas souvent. Tu sais, il posait la question, là, par exemple, je leur donnais la situation. Si t'es un coéquipier homosexuel, est-ce qu'il y a une différence de comportement dans les douches pour toi ou entre coéquipiers? Puis là, des fois, la réflexion peut donner un bon 30 secondes, une minute, puis souvent, il me disait, ben, non, tu sais, ça change rien, mais tant que je me fais pas regarder ben comme faut, tant que il y avait des restrictions, mais je pense que c'est juste tout simplement parce que
on n'est pas habitué. Mm-hmm. Puis des fois, je poussais la discussion à s'il y a un couple dans l'équipe. Parce que dans des équipes universitaires féminines, c'est déjà arrivé. Ben oui. Mais au hockey, c'était comme aucune idée. Très souvent, tu sais. Ouais. Donc, tu te rends compte que c'est par rapport à l'homosexualité, c'est deux contextes complètement différents. C'est deux situations différentes. Donc, mais au moins, de ce que j'ai pu avoir comme commentaire, c'est qu'il était tout ouvert à avoir un joueur. Puis il y en a même qui disaient, pour de vrai, si j'ai un coéquipier qui est ouvertement homosexuel, c'est comme je lui donne une tape dans le dos, puis wow, il est courageux, je suis fier de toi. Puis bon, puis évidemment, si j'ai contacté des personnes qui étaient homophobes, ben, je pense pas qu'ils auraient voulu participer à l'étude, là. Tu sais, lever la main pour dire, ouais, moi, je suis homophobe, ça passe pas comme vraiment présélection par la bande, là, ouais, exact. Dans By Design. Quand j'ai parlé à Brian Burke, dans le cadre de... Justement, il avait sorti son livre, sa biographie, puis je l'avais lu, tout ça, puis j'avais dit, ça serait cool, puis on avait parlé une bonne demi-heure, plus qu'une demi-heure, tu sais, pour un épisode de Dressé, puis un des points que je voulais parler, c'était évidemment ça, tu sais, parce que s'il y a une chose qui reste de son fils, tu sais, c'est l'héritage de If You Can Play. Puis je dis, parce que lui, il l'a souvent dit qu'il est en contact avec les joueurs de la Ligue nationale. Il y a encore un dialogue. Il veut savoir sincèrement pourquoi, tu sais, est-ce qu'il y en a qui sont pas confortables, pourquoi, tu sais, parce ça reste que des joueurs NHL, là, tu sais, qui ont fait un coming out, c'est encore pas le cas. Tu sais, c'est encore pas arrivé, tu sais. Donc, à moins que Luke Prokop joue, tu sais, on attend encore, là, tu sais. Et j'ai demandé pourquoi, tu sais, 2022, c'est pas encore arrivé, tu sais, parce que on sait que statistiquement, il y en a, tu sais, c'est juste pratiquement presque impossible qu'il y en ait pas, tu sais. Ouais. Les chances sont, tu sais. Et il m'a dit, Brian Burke, qu'en parlant au gars, lui, ce qu'il faisait dire, c'est pas par rapport à mes coéquipiers, c'est par rapport à un membre de la famille. Donc, il disait, si par exemple, t'as un oncle qui est vraiment homophobe, que tu le sais que ton mononcle qui est comme tabarnak, genre, ça crée un malaise, mais que c'était souvent, ou tu sais, un parent, ou peu importe, dépendamment de ton background, lui il disait que c'était en ce moment-ci, c'était pas les coéquipiers, que avec la nouvelle génération, c'était quand même pas tant un problème, c'était un membre de la famille. Après ça, j'étais comme, y a-tu d'autres raisons qu'ils veulent pas dire, tout ça? Parce que bref, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Hein? Ben, honnêtement, je vais revenir sur la notion de coming out dans quelques secondes, là. Ouais. Mais j'ai travaillé là-dessus un peu dans ma maîtrise. J'avais un cours où est-ce que je faisais quelque chose par rapport à la famille, puis je voulais voir comment ça s'opère, tu sais, comment ça marche. Fait que j'ai interviewé 3 personnes qui ont pratiqué des sports, hockey, la danse, puis le football. Puis le joueur de football, pour lui, c'était comme non, impossible que je le dise à mes coéquipiers. Il joue au football, il a jamais joué au football professionnel. Fait que, il n'y a aucune chance que je le dise à mes coéquipiers. Non, ça passe pas. Puis c'est seulement plus tard, là, je pense que c'est 5 ans, 7 ans après qu'il l'ait su, qu'il en a parlé à sa famille. Sa famille, il a dit « OK, pour de vrai, il n'y a aucun problème, on t'aime, non, non, non. » Puis c'est par la bande que son ancienne équipe de foot l'a su, tu sais. Fait que c'était comme... Puis bon, rendu là, il n'y avait plus de problème, là. Quand t'as 22 ans... Quand t'as 22 ans, c'était quoi, en 2016 à peu près, pour parler d'homosexualité, il n'y a aucun problème. Mais quand t'as 14 ans, bref, au début des années 2000, parler d'homosexualité quand tu joues au football, ça passait moins bien. Puis ce que je remarque, c'est que en parler à sa famille, puis avoir peur de pas être accepté par sa famille, c'est une énorme étape, là. Tu sais, oui, souvent t'en parles t'as une personne à qui tu te confies, mais le gros step, c'est toujours en parler à tes parents. Tout le temps. Ben, de ce que j'ai vu dans l'univers sportif. Fait que, puis le coming out, c'est assez particulier, hein. On dirait que ça sous-entend que tout le monde est hétérosexuel. Tu sais, il sort du placard. Ouais. Tu sais, moi, je pense que de plus en plus, là, il faudrait juste pas assumer l'orientation sexuelle des personnes ou, tu sais, c'est comme sous-entend, il y en a un qui est normal, exact. Puis l'autre qui est l'exception, mais garde, on va l'accepter. Tu sais, ça exact. sous-entend, ouais. Exact, puis tu sais, juste
de faire un coming out, c'est comme une grosse épreuve de peur de se faire rejeter, ben, en tout cas, tu sais, je pense que, je veux pas, la société évolue. Oui, t'as un courant conservateur, là, un peu partout dans le monde. Bon, Trump revient un peu à la charge tranquillement, tu sais, c'est jamais bon pour, pour les droits des homosexuels puis des communautés autres qu'hétérosexuelles. Mais tu sais, je pense qu'on évolue tranquillement en tant que société, puis surtout au Québec. Tu sais, on a été il faut pas que je me trompe. Je pense que la 5e province dans le monde à accepter à légiférer le mariage homosexuel. Tu sais, il y a eu les Pays-Bas, la Belgique, 2 autres provinces avant nous au Canada, puis après c'était le Québec. Tu sais, fait qu'on est très avancé. On a un beau quartier ici à Montréal, mais là, percer le monde du hockey, c'est une autre étape. Tu sais. C'est une autre étape. Ouais. Fait que, ben oui, on parlait, revenons à un peu ton mémoire, où est-ce que tu en es là-dedans. Puis c'est ça, où tu en es dans le processus, puis comment tu travailles, puis qu'est-ce que tu cherches précisément à faire avec ça? Ben, ultimement, ça serait le fun d'avoir une job après mon mémoire. Mais non, tu sais, ultimement, c'est vraiment d'enquêter sur la situation de l'homosexualité dans le hockey en général. Là, c'est plus au Québec. Parce que quand tu fais un mémoire, là, il faut que tu réduises ton terrain. J'aurais pas pu faire la situation de l'homosexualité dans le hockey. Trop large. Beaucoup trop large, beaucoup trop de temps. Tu sais, on écrit 100 pages. 100 pages pour toutes les sections qu'on a à faire, c'est pas énorme. Mm-hmm. Tu sais, bon, l'introduction, le contexte, la problématique là, qui rentre là-dedans. Il y a la méthodologie, donc comment on procède. Est-ce qu'on fait une étude d'observation? Est-ce que c'est des entrevues? Est-ce que c'est participatif? Est-ce que il y en a qui pourraient juste mettre des micros dans des chambres de hockey puis ils pourraient faire une étude avec ça. C'est by the way ce que la fille qui a écrit Slapshot a fait, hein? Je sais pas si t'avais. Ah ouais? Non, j'ai pas fait. Slapshot, c'est écrit par une femme dont le frère jouait dans une ligue mineure. OK. Puis elle a mis des micros dans la chambre. Puis il y a beaucoup de choses, des idées ou des scènes de dialogue qui sont tirées de ça. Ouais. Fermez la parenthèse. Bref. Mais ça m'étonne vraiment pas de ce que tu dis. Puis Slapshot, ça a été tourné quoi dans les années 70, 80? Ouais, 70. 70. C'est sorti en 77, si je me trompe pas. Okay. Nancy Dowd, si je me trompe pas. Ouais. On va dire screenplay, mais la scénariste. La scénariste. Voilà. Ouais, mais tu sais, dans les années 70, à Charleston, dans une ligue... parce que les frères Hansen là-dedans, là... peu importe, mais... Tout ce qui est arrivé dans Slapshot, elle a toujours dit, c'est tout arrivé pour vrai. Là. Les clés sur la glace, ou c'est toutes des affaires que j'ai observées dans une démarche documentaire, mais je les ai mis dans une œuvre de fiction qui est condensée en 1h30, mais tout est vrai là-dedans. Et Don Cherry a déjà dit, tout est vrai, sauf le bout où il se fait faire des points de suture au banc. Ça, fallait vraiment aller dans le vestiaire. Ouais. Je suis comme, c'est ça le détail, le seul détail. Mais le reste de toutes les affaires, fait dans le reste, tout vrai. C'est ça. Bref. Le gars, bon, je vais voler un punch, là, mais qui n'a pas vu Slapshot, le joueur à la fin qui fait quasiment du ballet sur la patinoire. Oui, le striptease, c'est ça. Ouais, en jackstrap. J'avoue, ça, c'est peut-être la portion Showtime du film. Mais bref, tu parlais de mettre des micros dans des chambres. Puis... Ouais, ben c'est ça. Donc, il y a la méthodologie. Ensuite, il y a toute l'analyse, tu sais. Tu prends tes entrevues, tu prends la théorie, tu fais une espèce de mélange là-dedans, tu sais. Quels éléments ressortent, tu sais, par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un parle de ce qui se passe dans le vestiaire, tu pourrais faire un lien avec la masculinité, tu pourrais faire un lien avec la microsociologie. Bref, il y a des milliers et des milliers de liens que tu peux faire. Évidemment, il faut que tu choisisses un certain cadre théorique, qui est un chapitre lui aussi. Puis ensuite, tu as ta conclusion. J'espère vraiment que j'en oublie pas, hein, les chapitres. Ton prof qui écoute le podcast. Non! Ouais, Guillaume Sirois, mon directeur. Hein, on le salue. Oui, on le salue. Mais non, c'est ça. Tu sais, puis, bon, ce qu'il faut savoir, là, c'est que moi, j'ai joué au hockey, comme toi, puis je jouais pas pour CDJR, je jouais à CJL, moi. Oui, ma sœur a joué pour CJL. Pour vrai? Ouais. Comité des jeunes de la Louisiane. Exactement. Puis non, c'est pas aux États-Unis, c'est vraiment une espèce de petit quartier. Oui. Là, d'où je viens, dans Rosemont. Ouais, il y a le parc de la Louisiane qui a un super beau terrain de baseball maintenant. Ouais, c'est juste à côté vraiment à côté d'où j'ai grandi. Là, ouais, exact.
Et puis c'est drôle, ma première année, j'ai joué avec un gars que t'as interviewé dans le podcast, Mathieu Joseph. Mathieu Joseph, le joueur de hockey. Ben oui, j'étais avec lui en fin de semaine pour la classique KR. Ben écoute, j'ai joué mes 3 premières saisons de hockey avec lui. Parce que tout le monde l'associe, je pense, à la Rive-Nord. Mais il vient de la Rive-Sud. La Rive-Sud. Ouais. Mais il a habité à Montréal quelques années avant. Puis il a joué son hockey mineur là 3 ans ou 4 ans. Puis sa première année, il jouait pas dans le novice 2A, il jouait dans le novice B. Mathieu, c'est Mathieu Joseph. Wow, vous avez le même âge. Ouais, on a le même âge. Puis écoute, novice B, là, il était centre, capitaine. Mm-hmm. Il poussait la rondelle entre les patins de l'autre joueur. Au face-off. Ouais, au face-off. Il prenait la rondelle, passant entre les 2 défenseurs, allait marquer un but. Je pense qu'il a déjà marqué 5 ou 6 buts dans le même match. Là. Il y avait des statistiques ahurissantes. Mais écoute, on a gagné la Coupe Montréal cette année-là. Puis Mathieu a pas marqué de but. C'est moi qui ai marqué les 3 buts. Ben non. Ben oui, écoute, gros brag là, ici. Là. J'ai As you should. Ben oui, à 100%. J'ai encore la rondelle de ce match-là. Et ouais, wow. un petit 3-1 avec Mathieu Joseph. Après ça, Mathieu a joué dans le novice A puis à tombe 2B. Puis je pense que c'est ensuite qu'il a quitté vers la Rive-Sud. Ouais, c'est à Chambly. Exact. Je pense que c'est Chambly, là, mais l'année passée, il a eu la gentillesse de m'inviter à son party de la Coupe. OK. Fait que j'étais là, quand il a fait la poutine dans la Coupe, tout ça. Ouais. J'avais mon père, puis je l'ai croisé en fin de semaine dernière, au moment d'enregistrer, là, mais à la classique KR, puis il vient de signer un contrat de 4 ans. Ah, c'est fou. Presque 12 millions. Ouais. Donc, c'est comme ce qu'on appelle un game changer dans une vie. Ben oui, surtout que, gagner des Coupes Stanley, je pense qu'on a gagné 2 à Tampa Bay. Il a gagné les 2 dernières. Ouais. Puis, mais tu sais, 12 millions pour Mathieu. Puis, écoute, une petite anecdote sur lui, là. Après les matchs, je pense que ça prenait 3 minutes. Il était changé puis il était parti de la chambre. Tout le temps, écoute, c'était le plus rapide, sans l'ombre d'un doute. C'était juste... Tu as-tu reparlé? Même pas. Fait que Mathieu, si tu te souviens de moi, ben je te dis bonjour puis profite bien de ton contrat de 12 millions avec les Sénateurs. C'est super. Hein? Ouais. J'étais tellement content pour lui. Ben oui. C'est comme... C'était, tu sais, de ce que je me rappelle, c'était tellement un bon gars puis tu sais, c'est ça. Puis j'ai vu P.O., son petit frère qui le suivait un peu partout puis je pense à sa dernière année où quand il déménageait à Chambly, il est revenu puis là tous les gars disaient ouais, P.O. il est vraiment fort là, P.O. va se rendre loin, il est peut-être meilleur que son frère même. Là, écoute, le débat pas créé de débat là, mais en tout cas. Ben il y en a un qui est attaquant, l'autre défenseur. C'est ça. Il y en a un qui est un choix de première ronde puis l'autre a 2 Coupes Stanley. Fait que OK, faites vos choix. Ouais, t'as choisi ton camp. Hein? Non, mais j'allais dire là, d'ailleurs Mathieu, c'est drôle parce que j'ai dit, il faudrait que tu reviennes au podcast parce que lui, il était venu avec P.O. Ouais, c'est vrai. Puis, on a parlé de leur truc, mais c'était avant tout ce qui est arrivé. Fait que là, les Coupes Stanley, tout ça. C'est vrai. C'est comme, là, on est... Ça change la game. Ouais, il y a je pense qu'il y a beaucoup de vécu depuis. Mm-hmm. Fait que, bref. Mais bref, bon, parcours de hockey, j'ai joué à CJL, puis après ça, c'est devenu HMRPP. Parce qu'il y a eu une fusion entre CDJR et CJL. Donc c'est ça. Puis à mes dernières années, j'étais comme... Tu sais, ce qui se disait dans le vestiaire, les choses auxquelles on parlait, tu sais, les insultes sur la glace... le vocabulaire. Ouais, ça me rejoignait plus, puis je trouvais ça vraiment plate parce que le hockey, je pense que pour nous deux, c'est le meilleur sport sur la planète. Là. On a grandi avec ça, le Canadien, juste le hockey en général. Les heures et les heures que j'ai passées dans la rue devant chez nous à jouer avec mon frère qui se mettait dans les buts. Écoute, toute ma vie, c'était le hockey. Là. Les cartes de hockey, NHL, comme on disait. Là, écoute, j'ai brûlé NHL 2005 puis 2006. Puis même, j'ai pas eu NHL... J'ai pas eu les 2007 et 2008, j'ai seulement eu le 2009. Fait que le NHL 2006, là, j'ai joué à l'hiver 2007, à l'hiver 2008. Puis ce qu'on faisait, mon frère puis moi, on faisait tous les échanges puis on créait les joueurs. Fait que, ouais, en tout cas, peut-être un problème à ce niveau-là, là, mais regarde. Mais bref, ça m'a permis d'apprendre à connaître les joueurs énormément. Puis c'est ça, donc j'étais plus bien avec le hockey. J'ai joué dans des ligues de garage, ça se battait. J'étais comme... Sais-tu quoi? J'ai arrêté, je pense, pendant 3 ans. Je me suis concentré sur plein d'affaires à l'université. Là.
Puis puis c'est ça, là, j'ai commencé à faire mon mémoire. Puis toi, ton bac, tu l'as fait, hein? Mon bac, j'ai fait 2 ans sociaux à l'Université de Montréal, 1 an en journalisme à l'Université de Montréal, qui me menait à travailler à RDS pendant un été. Ah, qu'est-ce que tu faisais à RDS? J'étais, stagiaire. Stagiaire, exact. Tu commences au stagiaire. Je pense que j'avais pas tant d'heures à faire comparé aux gars de l'ATM. Je pense qu'ils ont comme 200 heures à faire. Okay. Moi, c'était 80. 80 à peu près. Fait que, tu sais, premièrement, tu rentres dans la salle des nouvelles. T'es content d'être là. Je veux dire, c'est un peu un rêve qui devenait réalité pour moi. Qui n'écoutait pas Chantal Maccabé le matin, Yannick Bouchard, Frédéric Plante. Je pourrais tout les nommer. Là. Fait que, ouais, j'étais stagiaire, tu faisais des archives, t'écrivais, j'ai écrit quelques textes pour le web, j'ai écrit, je pense, une affaire pour la télé. Puis, pour le reste de l'été, j'étais aux archives. Fait que, ma job, c'était de prendre des matchs qui étaient sur cassette, donc des matchs de 2005, 2006, 2007, 2008 du Canadien, puis des mettre dans l'espèce de gros serveur qui était à Toronto, tu sais. Ouais, de Bell. Ouais, de Bell. Fait que, tu sais, c'était le fun, tu sais. C'est une super belle expérience. Ouais, c'est une super belle expérience qui s'est terminée en septembre, juste avant juste au début de ma maîtrise. Fait que c'était pas t'étais pas en sociaux, par exemple. Non. Non, c'était au bac, ouais. Mais t'as fait un majeur, là. C'est ça, majeur, puis puis dans le fond, on parlait de ça, qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'idée puis t'a donné le goût de faire cette maîtrise-là? Non, c'est ça. Fait que, bon, le langage et tout ça, j'étais moins... Ça me rejoignait moins. Puis là, c'est ça, j'ai vu zéro. Tu sais, zéro joueur homosexuel dans le hockey professionnel. Puis pour moi, ça avait pas de sens que un sport... Tu sais, parce que quand tu prends la base, un sport, là, c'est quoi? C'est une série de mouvements qui est organisée, tu sais, tu suis des règles. Pourquoi ça l'empêcherait une certaine partie de la population d'y jouer, tu sais? Mm-hmm. Les femmes se sont battues pendant super longtemps pour avoir... tu sais, même encore là, ils ont... oui, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est ça, toutes les personnes qui sont pas blanches, hétérosexuels qui viennent de l'Amérique du Nord, ils étaient pas valorisés dans le hockey jusqu'à, je pense, dans les années 80-90, notamment à Don Cherry, là, qui disait que les Finlandais, les Suédois qui venaient ici en jouant avec des visières, ça avait pas de bon sens. T'sais. Les visières étaient portées par les Européens et les Québécois. Exactement. Donc, Don Cherry était pas... Puis on lui a donné une tribune incroyable avec Hockey Night in Canada pendant l'entracte. Fait que, tu sais... Donc, c'est sûr qu'il y avait une influence sur la culture du hockey. Il l'a eu super longtemps. Est-ce que c'est seulement à cause de lui que toutes les personnes qui sont pas des hommes blancs non hétérosexuels sont bienvenus dans le hockey? Non, c'est pas juste à cause de lui. Facteurs, ouais. Exactement. Puis, donc c'est ça, tu sais, pour moi, c'était ça, tu sais, c'était d'essayer de trouver des pistes de solutions sur pourquoi c'est juste les hommes blancs hétérosexuels qui peuvent jouer à ce sport-là. T'sais. Où est-ce que t'en es dans cette recherche? Écoute, j'ai écrit mon premier chapitre, j'ai écrit le contexte. Parce que là, il faut dire que t'es dedans en ce moment, là, t'es en train de le faire. Exactement. En ce moment, j'ai écrit mon contexte, là, je suis rendu aujourd'hui à la revue de littérature. Fait que ça, c'est prendre des textes théoriques sur ton sujet, puis les résumer un peu. Faire pas une étude de cas, là, mais vraiment parler de ce qui a déjà été écrit dans la littérature sur ton sujet, de résumer ça en une 20aine de pages. Puis, écoute, il y a une lettre récemment qui a été sortie par 29 chercheurs et chercheuses qui a été envoyée à la ministre Pascale Saint-Onge, ministre du Sport au niveau fédéral, pour dire « Hey, juste pour vous dire, là, puis c'est rien contre la ministre Pascale Saint-Onge, mais c'est juste pour dire « Hey, nous, là, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille là-dessus, puis il y a une présence de masculinité toxique dans le hockey. Il y a des éléments qui ne fonctionnent pas, qu'on a soulignés, surlignés, mis de l'avant dans nos recherches. C'est juste que quand tu tombes dans le monde de la recherche, souvent, c'est inaccessible par le fait qu'il
il y a pas d'emploi dans la Ligue nationale, il y a pas les recherches sont peut-être pas mises de l'avant, notamment grâce au vocabulaire qui est utilisé. Tu sais, c'est quoi ça la masculinité toxique, c'est quoi ça la masculinité hégémonique, c'est quoi tu sais tous ces concepts là qu'on utilise de plus en plus mais qu'on maîtrise peut-être pas, tu sais. C'est quoi, tu sais, pour pour l'exercice, mais comment tu définis la masculinité toxique en général, tu sais, pour, mettons, quelqu'un qui écoute en ce moment qui est comment parce qui entend le mot, mais qui dit, mais c'est quoi exactement? Ouais, puis on l'utilise de plus en plus dans les médias, mais c'est vraiment de faire ressortir tes caractéristiques masculinistes en tout temps. C'est comme d'être obligé de montrer que t'es toujours donc agressif, fort, qui a pas d'émotion, qui est capable de quand on dit au hockey aller à la guerre, hein, c'est l'abnégation de son corps, c'est être capable de prendre un tir sur la jambe, qu'elle soit fracturée ou pas, tu continues à jouer, tu sais, la compétitivité. Puis il y a aussi un rapport de pouvoir aussi, c'est davantage de la masculinité hégémonique, c'est un rapport de pouvoir entretenu avec les hommes et les femmes. Donc que les hommes soient c'est que les hommes soient supérieurs aux femmes ou que tu passes des commentaires, que tu t'effectues des choses, des gestes, que tu poses des gestes pour prouver que l'homme est supérieur à la femme d'une manière ou d'une autre. Tu sais. C'est beaucoup c'est négatif. C'est des choses qu'il faut changer à travers la culture du hockey. Oui, il y a des changements. Est-ce que c'est tous les joueurs de hockey qui sont toxiques? Non. Mais il y en a que oui. Et la culture du hockey, pas promouvoit, mais encourage un peu ces comportements-là. Tu sais, on l'a tous vécu à notre manière là, en jouant au hockey. C'est que surtout les hommes au Canada, les petits gars, les petits gars de 5-6 ans, il faut être de plus en plus, c'est être rapide, mais c'est d'être compétitif, de vouloir gagner, de vouloir, de pas se laisser imposer, d'être robuste, de pas tomber. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu es blessé, tu continues à être blessé. C'est Pierre-Luc Dubois, dans un autre podcast, qui a dit dans la Ligue nationale, tu veux pas être le gars qui est toujours blessé. T'sais. Tu veux pas être le gars qui chiale. Ben, en fait, lui, il a juste parlé de blessure, mais tu veux pas être le gars qui a les spotlights sur toi pour les mauvaises raisons. T'sais. Tout ça, tous ces éléments-là, ça fait partie d'une masculinité toxique qui promouvoit des comportements, des gestes, qui sont négatifs autant pour les hommes, mais aussi pour les acteurs autour du hockey. Tu sais, quand on n'a rien qu'à penser à des familles d'accueil, tu sais, ça j'ai vu ça dans Hockey Canada, ils voulaient pas que les familles d'accueil aient une jeune fille de 13 à 10 bref, en début d'adolescence pour que les joueurs de hockey aient pas de problème avec, tu sais. Je vais te donner l'exemple concret, là, je pense pas que j'ai été clair, mais par problème, tu sais, s'il y a une relation amoureuse, s'il y a des relations sexuelles, tu sais, ça peut on rentre dans la parenthèse distraction, là, mais ils voulaient pas causer de distraction pour qu'ils puissent performer sur la patinoire soir après soir. T'sais. Mais la vraie raison, c'est pour éviter, on dirait... Peut-être les agressions sexuelles, peut-être Écoute, une histoire par rapport aux familles d'accueil. C'est pas une famille d'accueil, c'est... Ils appellent ça en anglais billet family. Ouais, c'est les familles je pense en français, c'est les familles d'accueil. Quand tu joues dans le junior, là, ouais. Exact, puis Ruslan Fedotenko, quand il jouait dans l'Ouest, si je me trompe pas, il a marié la mère de la famille d'accueil dans laquelle il résidait. Quoi? Ouais. Allez voir ça sur Reddit ou quoi que ce soit. Il sort présent. Il a sorti avec la mère de la famille d'accueil. Où lui était comme joueur. Ouais. Fait une madame qui est quoi, comme 15-20 ans de plus que lui? Ouais. What? Comme
Il n'est pas d'ailleurs ukrainien, Ouais. Ruslan? Exactement. Il a gagné la coupe à Tampa Bay en 2006. 2004. Avec Il Vinny Cavalier. avait marqué les 2 buts en finale, si je me trompe pas. Bon, Ruslan. Fait que lui, dans le fond, c'était pas la sœur, c'était vraiment la mère. C'était la mère. Faut mettre des... Ouais. Mais en fait, pour revenir à ce que je disais, c'est que ça sous-entend que un joueur de hockey, s'il y a une fille dans les mêmes âges, c'est comme... Distraction. Ouais, puis genre, il sera incapable de se contrôler. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme sous-texte. Mais c'est un peu... C'est ça, tu sais. On dirait que... Bon, il y a eu les allégations là, de 2018, mais de 2003 aussi, qu'il y a des joueurs... On parle de Hockey Canada. Ouais, Hockey Canada. On vient de changer de sujet un peu, mais qu'il y a des joueurs qui ont agressé 2 filles, une en 2003, une en 2018. Puis les 2, c'était vraiment des gars qui prenaient leur tour sur une même fille. En 2003, ce que Rick Westhead de TSN a rapporté, c'était... en plus, les joueurs, ils ont fait pas une chorégraphie, là, mais ils avaient tout stagé ça. Il y avait une entrevue juste devant la chambre d'hôtel. Puis là, les gars niaisaient, tu sais, ils donnaient des réponses de joueurs de hockey. Ils sortaient la cassette, là, de dire « Ah ouais, je pense qu'on a bien joué, là. » Mais ce que vous allez voir à l'intérieur, là, c'est complètement malade. Ils rentrent dans la chambre, il y a quelqu'un qui filme. Puis il y a une fille qui est inconsciente sur une table de billard, puis les gars, ils passent un après l'autre. C'est ça, c'est ce qui est arrivé en 2003, c'est ça? C'est ça l'histoire qui est arrivée en 2003. Ça, c'était filmé? Ça a été filmé. Est-ce qu'on a encore le tape à quelque part? On le sait pas. Est-ce que ça va ressortir? Aucune idée. Mais c'est ça qui a été rapporté. Tabarnak. Ouais. Excusez-moi, c'est assez dérangeant. Puis, mais tu sais, en 2018, c'est la même affaire, tu sais. Puis, bon, ce qui est raconté, c'est que il y a une fille qui était... est-ce qu'elle était là? Je sais même pas. Il y a eu un joueur qui a texté une fille. Ils ont eu... La fille était d'accord pour avoir une relation sexuelle. Est-ce qu'ils l'ont eu? Est-ce qu'ils l'ont pas eu? C'est pas clair, mais le joueur aurait invité 7 autres joueurs de Hockey Canada. Puis, est-ce qu'on connaît les détails? Pas toutes, mais la fille a été forcée de commettre des actes sexuels. Puis ensuite, vers 4 heures du matin, il y a 2 vidéos du joueur qui dit à la fille « T'étais consentante pour faire ça, hein? »« Ah oui, j'ai été consentante, je suis 100% à jeun, j'ai aucun problème avec ça. » Mais comme il y a une chercheuse là, au Canada qui a travaillé sur la culture du hockey du nom de Cheryl McDonald, puis elle a dit dans un tweet « Si, là, à 4 heures du matin, il y a un joueur qui prend la décision de filmer la fille pour qu'elle dise qu'elle est consentante, mais il y a peut-être un problème là, tu sais. Qui après une relation sexuelle, qui est sûr qu'il y a consentement, va filmer la personne pour dire « Ah oui, elle a été consentante. » C'est un peu plus à l'oreille, là, ouais. Exactement. Tu sais, bon, il y a plein d'éléments qu'on ne sait pas. Ouais, évidemment. On peut spéculer, on peut donner notre avis, mais tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que la culture du Hockey Canada doit changer pour la sécurité des femmes partout au Canada. Puis, encore, on continue dans ce sujet-là, là, parce qu'il y en a quand même beaucoup à dire. Le président de Hockey Alberta a entériné Hockey Canada. Il a dit « Ah oui, je suis d'accord avec les décisions qu'ils prennent, puis j'ai aucun problème avec ça. » Alors que Scott Smith, qui est dans l'entourage de Hockey Canada depuis 20-30 ans, qui fait partie de la culture, qui a été là quand il y a eu un fonds d'aide qui a servi à payer des victimes d'agressions sexuelles, puis qui a pas été ressorti dans les médias pour dire « Hey, cet entraîneur-là, il y a eu des cas d'agression sexuelle. Il est peut-être dangereux pour vos enfants. » Non, ils ont décidé de pas le dire. Puis ensuite, c'est lui, sous le prétexte qu'il aime le hockey, sous le prétexte qu'il est là depuis longtemps, qu'il a l'expérience. C'est lui qui pense que il va pouvoir ramener une culture, changer la culture à Hockey Canada. C'est lui, en fait, le président qui ont demandé alors que les gens réclament sa démission, qui dit non, je veux faire partie de la solution. Exactement. Alors que tout porte à croire qu'il visiblement fait partie du problème. Là. C'est ça. Parce que tu sais, on a parlé des actes qui ont été des allégations, mais
ce qui est, en fait, comment dire, qui est encore pas plus traumatisant, mais comment dire, parce que tu sais, certains pourraient dire, c'est que des allégations, mais dans les faits, quand on apprend, c'est que le Hockey Canada avait un fonds qui était d'ailleurs en partie financé par des dons, pas des dons, mais comment t'appelles ça, mais de l'argent du gouvernement. Oui, mais c'est aussi par les inscriptions des parents. Exact. Donc, nos parents ont peut-être financé ça à 0,001%. Mais quand même, si tu as un fonds, si tu es une organisation qui a un fonds spécifiquement pour couvrir des agressions sexuelles de manière, regarde, on va buy out pour que ça se rende en cours, c'est quand même extrêmement dérangeant. Là. Mais c'était pas spécifiquement, c'était un fonds pour couvrir les dépenses qui étaient pas assurées dans le fond, que l'assureur allait pas couvrir. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, puis qu'on a appris que c'était des cas comme ça, il y en a eu un puis un autre. Là, quand ils ont dit ça, il y en a un par année depuis... Non, un ou plus par année depuis je sais pas combien d'années. Puis que ça avait monté à combien de millions au total? C'était... Oh mon Dieu, je sais pas, c'était 7,8, 8 points... Écoute... D'achat on parle de millions, là, by the way, d'achat de silence hors cours. Tu sais, on s'entend là, des achats hors cours si t'es confiant d'être innocent et non coupable. Tu le fais pas. T'as hâte d'aller devant le juge pour prouver à quel point t'es innocent. Et de dire, non, regarde, on va couvrir ça, puis c'est quand même, c'est vraiment, vraiment dark. Là. Puis il y a un journaliste, Ian Kennedy, je suis beaucoup sur Twitter, je pense, lui, il a fait un fil d'allégations, il a fait une enfilade d'allégations qui ont été contre des joueurs qui étaient avec Hockey Canada. Là-dedans, il nomme Ed Jovanovski, il nomme... J'ai pas les autres noms des autres joueurs, là, mais ils ont tous été soupçonnés ou d'allégations d'agression sexuelle dans les années 90, mais les poursuites sont tombées à l'eau. Bon, le traitement des victimes d'agression sexuelle dans les années 90 n'est pas le même, puis encore aujourd'hui, de ce qu'on entend, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau juridique, au niveau... énormément. C'est ce que le mouvement MeToo a mis en lumière, à quel point les ressources et le système ne fonctionnent pas actuellement. Exact. Le fardeau est vraiment sur la victime. Fait que, imagine dans les années 90, tu veux pas ruiner la carrière d'un si bon joueur. Ah, ben non, fais pas ça. Hey, si tu fais ça, tu vas te faire ramasser en cours, tu vas te faire ramasser par... C'est sûr que la victime va pas poursuivre les allégations dans les années 90, là. Tu sais, le meilleur qui pourrait se passer, c'est que le joueur ait une tape sur les doigts quasiment. On dirait que c'était ça la plus grande conséquence qu'il pouvait y avoir, tu sais. Puis encore aujourd'hui, moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec... c'est les 7 ou 8 joueurs là, de Hockey Canada en 2018. C'est ça, tu sais. Il y en a... Je pense que c'est Sam Steele là, qui disait dans... Bon, lui, il a dit « Je n'ai rien fait de mal » dans un tweet par son agent, si je ne me trompe pas, tu sais. C'est quoi avoir rien fait de mal? T'sais, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était pas là? Si je me trompe pas, Sam Steele, il n'y a pas de contrat avec Anaheim. Là, je suis pas en train de dire que c'est lui, là, pas du tout, là, mais il y a des soupçons sur des joueurs. Drake Batterson, Alex Formenton à Ottawa aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des doutes sur ce qu'ils ont fait. Il y en a plein d'autres. Je veux pas, il y en a 7 ou 8. Là. Ouais, je pense que c'est 8, puis c'est pas compliqué. Tous les joueurs sont sortis un par un pour sortir leur alibi, pourquoi ils étaient pas là. Ouais. Puis quand tu coches les noms un par un, tu finis avec 8 noms. T'sais. Exact. Après ça, c'est récemment que j'ai lu ça dans un article de l'Athletic. C'est que vu que c'était dans le cadre d'une cérémonie de la CHL, la Ligue canadienne de hockey, moi, c'est la première fois que je voyais ça qui était évoqué, là, mais que certains joueurs qui étaient peut-être présents lors de l'instant, étaient peut-être pas des joueurs de l'équipe canadienne, mais bien de la Ligue canadienne. C'est ça. Est-ce qu'ils disent ça juste pour venir brouiller les cartes? Est-ce que c'est vrai donc que certains joueurs qui faisaient partie des 8 n'étaient pas nécessairement dans l'équipe canadienne? On le sait pas, évidemment. Non. Mais il y a tout ce nuage-là. Qui plane. Exact. C'est smokes and mirrors, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce que ça va créer un précédent aussi, là. Mais je pense que autant les joueurs de 2003, autant les joueurs de 2018, je pense pas qu'ils dorment la tête tranquille ces temps-ci. Puis, mais bon, tu sais, je pense que oui, c'est un problème, mais le problème est encore plus haut, c'est que on dirait qu'il y avait une espèce de feu vert en Hockey Canada pour faire ça, tu sais. Tu sais, c'est que Hockey Canada, là,
ils ont une culture de performance. Tant et aussi longtemps qu'on va ramener les médailles d'or, hein, parce que c'est ça à chaque objectif pour les tournois, que ce soit la coupe Henlika, c'est Henlika Gretzky, Ivan Linka, ou les Jeux olympiques, on veut ramener une médaille d'or. Si je me souviens, le seul gros changement qu'il y a eu, c'était après le fiasco de 2006 à Hockey Canada. Je pense qu'il avait perdu en quart de finale contre la Suisse. À Turin, je pense. Exactement, à Turin. Puis je pense que c'était Wayne Gretzky qui choisissait l'équipe, puis il a été remplacé 4 ans plus tard par Steve Yzerman. Mm-hmm. Puis on sait ce qui s'est passé en 2010, hein, le Golden Goal de Sidney Crosby. Mais tu sais, là, il y a une restructuration. Parce qu'il n'y avait pas de performance sur la patinoire. Là, il y a une performance sur la patinoire, parce que je pense que, bon, je vais prédire ça, je pense que le Canada va gagner le tournoi à Edmonton cet été. Je pense. Ivan Linka, tu penses? Non, le championnat mondial junior qui a été déplacé. Oui, c'est ça, qui est déplacé, ouais. Je pense qu'ils vont le gagner. Puis ça, on dirait qu'on va plus parler des foules à ce tournoi-là que du scandale de Hockey Canada. Je pense qu'ils vont avoir une petite pause avec cet événement-là. Mais là, j'ai hâte de voir est-ce qu'il va y avoir des changements ou non, parce qu'en ce moment, Hockey Canada a engagé un ancien juge de la Cour suprême canadienne pour faire une enquête par rapport à est-ce que la population fait encore confiance à Hockey Canada. Si, dans le cas où la population ne fait pas confiance, puis le juge va y aller de ses recommandations, est-ce qu'on va avoir un changement où Hockey Canada va prendre les recommandations, va dire merci beaucoup, puis jeter ça au bac de recyclage, tu sais. Mm-hmm. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, jusqu'à maintenant, là, le président du conseil d'administration a démissionné. C'était Michael Brindamour, si je ne me trompe pas, un gars du Québec. T'es-tu relié à Rod? Bonne question, je pense pas. Puis, fait que j'ai hâte de voir. J'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer à Hockey Canada. Puis, c'est ça, c'est une culture de performance. Puis, ils voient vraiment les joueurs comme un investissement. T'sais. La majorité des joueurs de Hockey Canada sont des choix de premier tour à la base. Signent un contrat à 99,9% du cas dans la Ligue nationale. Connor McDavid est passé par là, Sidney Crosby, Wayne Gretzky. C'est comme toute la crème du hockey souvent passe par Hockey Canada. Donc, tu sais, ils veulent prendre soin de leur investissement, ils veulent les protéger coûte que coûte, parce que il y a énormément d'argent qui est investi en eux pour ramener des performances sur la patinoire. Tant et aussi longtemps qu'ils vont ramener des performances sur la patinoire, ça va être correct. On l'a vu dans le cas d'Evander Kane, on l'a vu dans plusieurs cas dans la Ligue nationale de joueurs qui reviennent après avoir fait des affaires pas correctes. Là. Mais quand c'est Brendan Leipsic, quand c'est Jake Virtanen, Leipsic a tweeté, envoyé des messages textes là, qui roastaient un peu ses coéquipiers. Il a été sorti, il joue dans la KHL présentement. Jake Virtanen, Reed Boucher aussi, c'est des agressions sexuelles, si je me trompe pas. Là. Jake Virtanen n'est pas allé en cours récemment? Ouais, il est allé en cours puis il a gagné, mais il y a pas de contrat dans la Ligue nationale. Je pense qu'il lui aussi évolue en Russie. Reed Boucher, c'est une histoire avec sa famille d'accueil. Il y aurait que je me souviens plus exactement là, des gestes qu'il a commis là, mais c'est avec justement la fille de la famille d'accueil qui s'est passé des affaires. Lui non plus, il y a pas de contrat dans la Ligue nationale si je me trompe pas. C'est une ancienne espoir des Canucks de Vancouver là, notamment. Donc, tu sais, ces gars-là performaient pas assez. C'était des joueurs remplaçables. Donc, ils ont été tassés. Evander Kane, il a signé une prolongation de contrat même à Edmonton, tu sais. Dans la NFL de Sean Watson. Bon, là, il faut que je le dise, je suis fan des Browns, mais de Sean Watson, tu sais, il y a eu un scandale avec 23 ou 24 femmes. Puis, les Browns l'ont acquis pour, une tonne de choix au repêchage, puis ils lui ont consenti un contrat de 300 millions, tu sais. Donc, on dirait que tant aussi longtemps que tu performes, tu vas être sur le terrain, tu vas être sur la patinoire. Donc,
je pense que le changement de culture est là, tu sais. Il faut dire, voici la ligne à ne pas dépasser. Tu le fais, peu importe ton statut, ben, tu t'en vas, tu sais. Est-ce que tu penses que ça se peut, tu sais, dans une aussi grosse business, une aussi vieille culture, de dire, nous, ouais. Ben, c'est ça, il faut changer cette culture-là, tu sais. Comment on fait ça, tu sais? Ben, l'éducation, de 1. Tu sais, de 2, le hockey au Québec est imbriqué dans la culture. T'sais. Il y a eu, j'ai vu ça récemment, il y a eu 23 funérailles nationales au Québec. Il y a eu 3 sportifs qui ont eu cet honneur-là. C'est 3 joueurs de hockey. Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Il y a beaucoup d'historiens qui ramènent l'émeute du Forum à Maurice Richard au balbutiement de la Révolution tranquille. Tout au long du développement de l'histoire du Québec, le hockey a eu une place super importante dans l'imaginaire collectif, puis dans la culture juste en général, ou même dans les médias. Donc, tu sais, je pense qu'il faut faire attention à ne pas les placer dans une zone inatteignable, que c'est un joueur de hockey, il représente notre patelin, c'est... Non, tu sais, quand tu commets des actes répréhensibles pour la loi, ben, il faut que tu payes autant que le reste de la population. Tu sais. Puis je pense que c'est là que l'éducation doit être faite, c'est là que le changement de culture doit être fait. C'est oui, tu te divertis, oui, tu amènes des performances sur la patinoire, mais t'es pas plus important que ton voisin qui travaille à l'hôpital. Tu sais. Je pense que le changement de culture doit vraiment s'opérer là. Puis ça va prendre du temps, puis ça va prendre un nouveau leadership à la tête de Hockey Canada. T'sais. Est-ce que tu es optimiste que dans le futur, ça va, avec les nouvelles générations, ça peut changer, va changer? Je suis, pour le moment, quand même sceptique. Mais je pense que le changement va... Je pense qu'il va... Si changement il va vraiment se faire sentir dans les 5 prochaines années. D'ici 5, je pense qu'il faut vraiment donner quelques années pour voir un changement. Puis je pense que ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre de la génération future qui joue au hockey. Puis c'est ça. Pour revenir à mon mémoire, je posais un peu la question. Puis tu sais, comment on fait pour que l'homosexualité soit plus acceptée? Puis on dit. Puis il y en a un qui me dit, ben, il faut que l'éducation commence jeune. Il faut qu'elle commence au niveau pee-wee, même plus jeune que ça, pour que l'homosexualité soit acceptée, tu sais. Et puis, on peut passer ça aussi sur la culture du hockey, tu sais. Il faut une éducation plus jeune, puis il faut une éducation qui est bien encadrée aussi. Pourquoi au hockey féminin, c'est autant pas un big deal, tu sais, l'homosexualité? Je pense qu'il y a une composante... ça, comme j'ai dit tantôt, il y a une composante historique parce que tout le monde est... pas tout le monde, mais il y a beaucoup de femmes qui étaient homosexuelles. Puis, bon, là, je suis pas assez rendu loin dans mon mémoire pour en parler aussi précisément, mais je pense que il y a une relation à faire avec... parce que ce qui est présenté, ce qui est mis de l'avant, c'est vraiment la culture du hockey masculin. Et, je veux pas, les femmes, les joueuses universitaires grandissent avec cette culture-là. Fait que c'est beaucoup des concepts de la masculinité qui sont mis de l'avant. Est-ce que être homosexuel puis être une femme, ça vient rejoindre ces concepts-là? Je pense que dans l'imaginaire collectif un peu plus. C'est combien de fois les filles de hockey se font traiter de butch, quoi que ce soit. Peut-être que c'est mis de l'avant un peu. Mais tu sais, je pourrais pas te le dire avec j'ai pas avec certitude, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir avec ton mémoire? C'est quoi ton but? Moi, je pense que c'est de montrer que, d'une part, que l'homosexualité est quand même bien reçue, bien accueillie au niveau universitaire, du moins. Que même masculin? Comme j'ai dit, les 9 joueurs m'ont dit, pour de vrai, on n'aurait pas de problème.
Est-ce que c'est trop un petit sample size, un petit... il faut savoir que c'est les joueurs les plus éduqués, hein. C'est les joueurs universitaires. Puis souvent, ils finissent leur bac. Ils font pas 1 an comme en NCAA puis ils vont jouer dans la Ligue nationale. Ouais. C'est plus, on va jouer semi-pro en France, 2, 3, 4, 5 ans, on revient, puis on a un bac, puis on fait notre job. Donc, c'est pas la même population qu'on voit dans le hockey en général. Mm-hmm. Puis il y a une étude qui dit que plus tu es éduqué, plus tu as tendance à accepter l'homosexualité. Donc, je pense qu'il y a certains biais dans les personnes que j'ai interviewées. Mais ouais, donc je pense que tout de même, s'il y a un joueur qui est homosexuel au Québec puis qui joue au hockey à l'université, je pense pas qu'il va avoir de problème. Honnêtement, je pense pas de ce qui m'a été permis de voir. Mm-hmm. Tu sais, je suis pas dans le vestiaire, je suis pas... Est-ce qu'il y a beaucoup d'insultes homophobes? De ce qu'on me dit, pas vraiment. Donc... tant mieux, si c'est le gars, je le souhaite. Oui. Parlant d'hockey universitaire, tu fais pas juste faire un mémoire sur hockey universitaire, tu travailles aussi. Ouais. UDM. Parle-moi de ça un peu. Ben écoute, on dirait que j'ai eu beaucoup de chapeaux là, dans les dernières années, là, journaliste à Métromédia. J'ai été impliqué à l'université aussi. Ben, je suis descripteur des matchs de hockey des Carabins de l'Université de Montréal. Ouais. Puis là, ça va être ma 2e année. Toi, t'es-tu le Pierre Houd ou t'es le Marc Denis? Je suis Pierre Houd. Donc, vraiment le play-by-play. Exactement. Puis le Marc Denis, c'est Christophe Perrault, qui est là depuis très longtemps. Là, c'est lui qui est reconnu pour ses paris en ligne sur le repêchage. Je pense qu'il a fait... je pense en 2018, il a fait 65 000 $ en paris en ligne. Ouais. Un gars de stats avancés, il connaît ses affaires là, vraiment. Super bon gars, vraiment j'adore ça travailler avec lui. Son salaire, c'est les paris? Quasiment. Je sais, il travaille aussi pour les statistiques avancées avec les Carabins. Donc, je sais pas c'est quoi son salaire, là, mais je pense que ça va quand même assez bien. Mm-hmm. Et ouais, tu sais, c'est formidable. Tu sais, encore ça, c'est un rêve aussi. Tu sais, tout le monde a écouté Pierre Houd, tout le monde écoute le hockey. Puis, je veux dire, de un, je suis payé pour regarder du hockey, puis encore, je suis payé pour le commenter. Donc, c'est formidable. Le niveau de jeu est bon. S'il y en a qui pensent encore que le hockey féminin n'est pas physique, venez voir du hockey universitaire. Honnêtement, ça joue fort dans les coins. Là. Il y a des joueuses des Carabins qui sont hargneuses. Là. Je pense à Marie Thériault qui est... Écoute, tu veux pas jouer contre elle puis être défenseur parce que tu vas l'avoir dans ton cou toute la game. C'est hallucinant comment elle a du chien, là, comme on dit dans le milieu du hockey. Honnêtement, je trippe à faire ce job-là. Puis, tu sais, là, en plus, les Carabins reçoivent le championnat canadien cette année. Fait qu'ils ont une place automatique. C'est un bon noyau, une super bonne défense. Puis ils ont écoute, Audrey-Anne Veillette, là, j'ai jamais vu un tir aussi puissant que ça dans le hockey féminin. Ça fait, avant d'être le gars qui fait le play-by-play, je faisais la caméra au Sepsum depuis 2017, depuis automne 2017, puis j'ai jamais vu un tir de même. T'sais. C'est quoi son nom encore? C'est Audrey-Anne Veillette. Ça, es-tu attaquante? Attaquante, la numéro 20 des Carabins. Si je me trompe pas, Hockey Canada l'a approché, là, fait que pour participer, elle a déjà participé à des camps de Hockey Canada plus jeune, puis vraiment, vraiment, le calibre est de plus en plus fort. C'est qui les stars des Carabins? C'est qui les joueurs étoiles? Comme je t'en ai parlé, il y a Kaylee Kenek, qui est suisse, qui a participé aux Jeux olympiques. Wow. Audrey-Anne Veillette, elle va être à sa 2e année. Là, vraiment, c'est une des futures stars du circuit universitaire canadien même. Je suis prêt à te dire ça. Audrey-Anne Gervais aussi en défensive, qui est super habile avec la rondelle. Un bon gabarit aussi. Puis la capitaine Jessica Boulanger a des mains vraiment exceptionnelles, puis une super bonne vision du jeu. Fait que je pense que le gros défi cette année, ça va être Concordia. Ils sont allés
là, ça fait... Ils sont coachés par Caroline Ouellette puis Julie Chu. Ben oui, qui sont un couple. Ouais, ça, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du hockey qu'on a un couple à un si haut niveau derrière le banc. Ils sont non seulement d'excellentes joueuses, mais qui étaient capitaines de leur pays respectifs. Ouais. Capitaine de Team Canada, capitaine... Je peux pas croire que ça n'a pas été adapté en scénario pour un film. C'est une histoire c'est vrai. Disney. Peut-être que tu devrais travailler Ben là-dessus oui, dans un documentaire. Hein? Ce serait malade. Non, mais ouais, fait que, honnêtement, c'est un super bon calibre. Puis Concordia, ils ont une attaque. Écoute, je pense qu'ils ont 4 premières lignes. Là. Wow. Vraiment. Ouais, puis c'est ça. Fait que. C'est qui coach à Montréal? Isabelle Leclerc. OK. Et là, depuis les débuts du programme, qui était en 2000, je veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'était en 2009, 2010 ou 2011. On prend un range, on n'est pas sûr. Ouais. Ben, elle n'était pas d'ailleurs impliquée, Danielle Sauvageau, dans Ouais, ben Danielle Sauvageau est présidente. Fait que l'histoire rapide, là, c'est que quand il y a un programme avec les Carabins, c'est Danielle Sauvageau qui était là pour le créer, si tu veux. Puis Isabelle Leclerc, c'était vraiment sa bras droite pour s'occuper, pour prévoir un vestiaire, prévoir l'uniforme, prévoir pas mal tout. Mm-hmm. Puis à la fin, quand toute l'équipe était prête, ben, Daniel Sauvageau a dit, ben Isabelle, je pense que t'es la personne pour gérer l'équipe. Donc ouais, fait que... C'est elle qui est la coach. Ouais. T'es sur une petite tournée média, c'est peut-être un peu exagéré comme terme, mais t'es allé à Radio-Can, t'es allé même à TV5. Ouais. Raconte-moi ça, un peu comment ça s'est passé. T'as-tu physiquement été pas en France, je me dis? Non, okay. Écoute... comment ça s'est passé? Ben, c'est ça. Bon, on va raconter l'histoire du ouais. début. Là. Il y a eu la lettre des 29 chercheurs et chercheuses qui disaient, bon, by the way, la masculinité toxique, ça existe depuis longtemps dans le hockey. Ouais. Il y a à l'émission Les Faits d'abord à Radio-Can, ils ont écrit à Dr. Teresa Fowler, qui est anglophone, qui travaille dans l'université de Concordia en Alberta, si je me trompe pas, en sociologie sportive. Puis je la connaissais de nom, mais on s'était jamais parlé. Puis elle me référait pour participer à l'émission Les Faits d'abord à Radio-Can, pour parler de la culture du hockey. Fait que c'est super le fun, tu te fais reconnaître parce que... Ouais, une autre petite parenthèse, là, mais on parle très peu de la culture du hockey au Québec, contrairement à l'Ouest canadien, puis même aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de sociologie sportive qui est faite au Québec. Il y en a, mais c'est un peu plus même de l'anthropologie ou de la kinésiologie. Donc, elle a pensé à moi. Cette intervention radio-là, après cette intervention radio-là, j'ai été contacté par quelqu'un à TV5 pour me dire « Est-ce que tu veux nous parler de la situation du hockey? » De Hockey Canada, en fait. J'ai dit oui. Puis, je suis apparu sur Skype. J'utilise Skype en direct sur le bulletin de nouvelles de samedi passé. Donc, c'est un samedi autour du 30 juillet, si je me trompe pas. Là. Puis, je pense que je suis passé genre à Marrakech ou un peu partout dans la francophonie. Ouais, c'est honnêtement... C'était un peu stressant, mais je pense que je me suis quand même bien débrouillé. Puis honnêtement, tu sais, c'est le fun, c'est super le fun. Jaser de ma passion, autant ici que lors des 2 dernières entrevues. T'as-tu du feedback de gens en Afrique ou Non, mais j'ai eu 2 invitations Facebook de 2 personnes que je connais pas pantoute. Ah. Même quelqu'un qui m'a écrit « Salut David ». As-tu un prince africain? Peut-être. Écoute, je sais pas. Qui a adoré ton entrevue. Mais c'est peut-être ça. Écoute, c'est malade. Je sais, ouais, vraiment. Écoute, Daver, je pense qu'on a fait pratiquement le tour du dossier. À moins qu'il y avait des trucs, tu me disais, hey, j'ai pas parlé ça, faut que je parle. Non. Mais écoute, je trouve que c'est cool parce que tu sais, je dis souvent aux gens, hey, écrivez-moi s'il y a des gens qui voulaient qu'on reçoive tout ça, puis tu nous as écrit, puis tu sais, c'est malade, comme quoi c'est vrai que tu sais, on est ouvert à plein de types d'épisodes, pas juste recevoir des joueurs de Ligue nationale. Merci vraiment d'être un membre Patreon. Ouais. Ben écoute, ça fait plaisir. Tu contribues à tous les niveaux à ce putain de podcast. Ouais. Merci, puis j'en profite pour dire merci à tous les Patreons qui sont là parce que c'est à cause de vous
que le podcast existe encore, puis on peut faire ça dans ma chambre chez nous. Ouais. Puis en plus, t'es venu me voir en show, fait que je te dois tout, évidemment. Mais non, c'est toi qui me dois tout, les sourires, l'attention médiatique. Écoute, moi, je capote. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour ta maîtrise, puis ton mémoire, puis pour la suite, dans le fond? Ben, écoute, de le finir, premièrement. j'ai tellement... C'est un grind. Ouais, mais écoute, les jeux de la communication pendant 2 ans, ça ralentit l'ascension. Party. Non, ben écoute, c'est beaucoup d'apprentissage devant le micro puis devant une caméra aussi. Donc, mais oui, évidemment, il y a beaucoup d'occasions pour socialiser. On va dire ça de même. Voilà. Et c'est la réponse que tu dis à tes parents. Exact. Mais oui, tu sais, finir mon mémoire puis ensuite, tu sais, moi, je veux ultimement travailler dans le sport. Là. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est le sujet que... Écoute, on aurait pu parler de hockey sur gazon aujourd'hui. J'aurais trippé, tu sais. Fait que non, c'est ça. De finir mon mémoire puis de trouver une job qui me passionne. Je te le souhaite, vraiment, tu cognes par toutes les portes parce que description, sociologie, journalisme, exact. Jamais je croirais que tu rentres pas par. Si c'est pas ça, ça sera la porte de garage. Ben oui, merci. Merci David d'être passé au podcast. Ben, ça fait plaisir, puis à la prochaine. Yes. Merci énormément à David d'être passé. Je vous rappelle, si l'épisode a existé, c'est parce que David a eu le guts de m'écrire. Donc, si vous écoutez ceci en ce moment, que vous soyez sur Patreon ou que vous soyez fan de Dread sur le Tape et vous avez des idées d'invités, des gens que vous dites « Ah, ça serait cool qu'ils reçoivent » ou des gens que vous connaissez dans votre vie, des points de vue originaux, des bonnes histoires, écrivez-moi, que ce soit sur Patreon, Instagram, Facebook, peu importe. Ça nous fait toujours un plaisir de garder notre banque d'invités et d'amener des invités auxquels on n'aurait pas pensé ou qui ont des histoires extrêmement originales. Donc, écrivez-moi. Je suis sûr que vous avez des fois, vous connaissez des gens. C'est toujours un super point de départ. Sinon, je vous souhaite une merveilleuse, une merveilleuse semaine. Faites attention à vous. OK. Bye-bye now.